Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce 7e Céline Café. Le principe de ces Céline Café est de vous proposer un sujet assez technique qu'on va traiter pendant 1 heure. Aujourd'hui, on va vous en dire un peu plus sur le projet Eco-Ceiling Design, qui est un projet qui a débuté il y a 3 ans pour traiter de l'éco-conception et de l'analyse de cycle de vie. On va donner la parole à Olivier Kerbrat, qui est professeur à l'École normale supérieure de Rennes et qui a accompagné le projet sur toute sa durée. Pourquoi on s'est lancé dans ce projet-là il y a 3 ans? Effectivement, le sujet de l'éco-conception était un petit peu naissant. On voulait vraiment traiter le sujet. Tout le monde a essayé de se lancer. On peut signaler les initiatives de Mère Concept, par exemple, avec son lab qui fait de l'innovation durable dans son centre de R&D, qui va traiter le sujet des matériaux pour la course au large, mais aussi pour la mobilité marine. Il y a aussi la classe IMOCA qui a avancé sur tous ces sujets-là, avec tout le volet collaboration industrielle, avec les règles d'impact réduit, le projet RISE sur les voiles qui a donné lieu à quelques gros projets avec des entreprises bretonnes comme Purpose, par exemple. Les règles sur les matériaux alternatifs, l'engagement des équipes, etc. Donc, on a plusieurs projets qui se sont lancés. Sans doute qu'aujourd'hui, c'est l'heure de travailler ensemble. Et c'est l'objet aussi de cette présentation, c'est de faire le point sur le projet Eco-Ceiling Design qui arrive sur la fin de son programme. Et donc, on est à réfléchir ensemble sur la suite. Donc, pour que vous en sachiez plus, je vais donner la parole à Olivier, qui va nous expliquer le projet, un petit peu son historique, sa mise en place, comment ça a fonctionné et tout ce qui a été produit pendant ces 3 ans. Donc, merci Olivier de te prêter à l'exercice de cette présentation et je te laisse la parole. Alors, merci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et même si on se donnera un petit peu de temps à la fin pour répondre aux questions, on va voir si soit on répond au fil de l'eau, soit tout à la fin. Voilà, merci à toi Olivier. Oui, merci Arnaud. Bonjour à tous. J'espère que le son est correct, que vous m'entendez bien. Je partage mon écran avec cette présentation. Donc, je suis professeur à l'École normale supérieure de Rennes. Et je travaille à l'Institut de physique de Rennes sur des questions d'éco-conception, d'éco-fabrication et finalement plus généralement la place des considérations environnementales dans les matériaux, dans la conception, dans la production. Donc, on a travaillé sur ce projet, qui est un projet co-porté à 3. Donc, je me suis dévoué aujourd'hui pour faire la présentation, mais on était trois groupes d'animateurs, Bretagne Développement Innovation, l'ENS Rennes et l'Université de Bretagne Sud. Et on a obtenu du coup un soutien de la région de Bretagne pour ce projet. Donc, l'idée, c'est de faire le point sur les objectifs initiaux qu'on avait sur ce programme. Comment est-ce qu'on a monté le projet, si on envisage de déployer des projets un petit peu similaires, un petit peu une duplication éventuellement de certaines actions qu'on a menées, et puis revenir évidemment sur les actions qu'on a eues. Donc ce projet, on cherchait à proposer et exploiter des outils originaux de caractérisation des performances environnementales. Donc on était animé par cette question-là. Comment est-ce qu'on peut compter les performances environnementales et comment est-ce qu'on peut les exploiter, sachant qu'on s'adresse ici dans un cadre très clair de performance en compétition. Donc il ne s'agit pas juste de compter les impacts, il faut aussi être capable de bien lier ça aux spécificités des matériaux, des outils de production, des acteurs qui travaillent là-dedans. Et on s'est intéressé à 2 points majeurs. La caractérisation, donc en gros compter, et puis le deuxième point, est-ce qu'on est capable d'avoir une information qui nous permet de faire quelque chose? Donc en fait, c'est pas le simple fait de compter, avoir une photo environnementale, c'est aussi est-ce qu'on est capable d'avoir un outil, quelque chose qui, sur la base de cette photo environnementale, j'utiliserai souvent ce terme-là, sur la base de cette photo environnementale, nous permet
de faire des prévisions, de faire des choix, de un peu simuler des choses pour aller un peu plus loin. Alors, la genèse du projet, je vais aller très vite, hein, il y a plein de raisons et vous êtes tous, à mon avis, très bien placés pour avoir ça en tête. J'ai repris juste une image assez récente d'un skipper annonçant arrêter la course pour raisons écologiques. Donc, il y a plusieurs tribunes, il y a eu plusieurs actions au cours des années, il y a eu plusieurs initiatives déjà qui traitaient cette question-là, qui s'emparaient de cette question. Ce qui m'intéresse là, c'est de voir les répercussions que ça a sur une filière. Ça a eu des répercussions sur les règles de course. Alors, je mets un lien, attention, le lien il n'est évidemment pas direct, hein, puisqu'on a des dates ici, j'ai pris quelque chose d'assez récent, alors qu'évidemment ces éléments-là, la prise en compte au niveau des règles de course, des teams, des entreprises est plus ancienne, mais c'est pour illustrer. Au niveau des règles de course, donc l'IMOCA s'est structuré pour introduire les considérations environnementales et les calculs d'analyse de cycle de vie des bateaux. Les teams de course aussi se sont un petit peu emparés de la question, parce qu'évidemment, les questions d'image, de sponsoring, peuvent être entachées par des aspects environnementaux, des aspects fin de vie, des aspects de production, d'utilisation de matériaux très impactants qui questionnent. Et puis les entreprises aussi, comme tout à chacun, se questionnent sur leur rejet, leur consommation de matière, leurs énergies consommées, ce qu'ils font. Il y a des pratiques qui évoluent, il y a des considérations qui évoluent, et ça se répercute au niveau entreprise. Donc dans ce cadre-là, nous, on a souhaité poser un programme pour attaquer ces questions-là avec une double vision. Une vision d'un travail de thèse, qu'on pense qu'il y a de la recherche à faire. Les questions environnementales ne sont pas simples à traiter, c'est du multicritère. Ça fait appel à des sciences différentes, on l'illustrera un petit peu par la suite, des sciences de l'ingénierie, des sciences de la vie, des sciences de la décision, des maths. Donc on a besoin de travail conceptuel assez fourni. Donc on a positionné un travail de thèse là-dessus, qui était cofinancé par la région Bretagne. Et ce travail n'a de sens que s'il est directement relié à des pratiques industrielles, à des pratiques d'entreprise sur le terrain. Donc on a pu avoir l'appui d'un ingénieur de recherche au cours de ce travail-là pour faire le lien en fait finalement entre des besoins entreprises, faire remonter des éléments, travailler conceptuellement avec la thèse et puis revenir vers les entreprises. Bon, le coût total du projet budgétisé, c'est environ 500 000 €. C'est un projet sur 3 ans. Voilà, fin 2021, début 2022, jusqu'à fin 2024, début 2025. Donc, on a fait un appel à manifestation d'intérêt, c'était en octobre 2021, avec des entreprises qui nous ont rejoints dans la boucle, qui représentent un panel assez intéressant, finalement, de tout ce qu'on a besoin pour attaquer la question, des architectes, bureaux de calcul, chantiers, sous-traitants, fournisseurs de matériel, etc. Donc, on a eu ces entreprises adhérentes au projet. Et les actions qu'on a menées, on les positionne ici avec d'abord bien définir les problématiques. Évidemment, comme il y a un travail de recherche et puis un travail sur un temps assez long, on avait besoin là de bien poser le problème, de quoi on parle. Les problématiques qu'on a relevées quand on s'attaque à la question environnementale sont assez vite les questions d'accessibilité aux données. Il y a besoin de données pour faire du calcul environnemental. Est-ce que ces données sont partageables, accessibles? Est-ce qu'elles sont disponibles? Comment est-ce qu'on les collecte? Est-ce qu'elles existent? Il y a des aspects de méthodologie. Faire de l'analyse du cycle de vie, ce n'est pas simple. Les méthodologies, il y a des études comparatives, mais il n'y a pas forcément de méthodologie clairement posée qui permet d'être comparée les résultats d'études. Comment est-ce qu'on peut traiter les questions de performance en compétition environnement? Alors ça, on ne l'a pas forcément bien attaqué. Je n'y reviendrai pas trop par la suite. Et puis, l'idée, c'était d'aller jusqu'à un outil d'éco-conception, un outil de calcul qui permet de faire des prévisions, des simulations. Et pour que tout ça marche bien, pour que les acteurs s'emparent de ça, il faut aussi un peu ce côté acculturation à l'analyse de cycle de vie. Donc, on a fait pas mal de formations, pas mal d'explications dans le cadre de ce projet. Donc, ces problématiques se sont déclinées en objectifs. Il fallait collecter des données, il fallait caractériser, il fallait aboutir à un plugin. Et puis, ça s'est décomposé derrière en tâches. Je vais revenir sur les résultats principaux du programme. On s'était donné comme livrable d'être capable de bien modéliser les processus, c'est-à-dire poser clairement ce qu'on compte
quand on commence à faire une récolte de données, une analyse environnementale, pour avoir des données fiables, on a fait pas mal de formations et on est allé jusqu'à un outil qu'on appelle un plugin. C'est un outil qui s'adapte aux outils d'ingénierie actuels présents dans les entreprises d'aide à l'éco-conception. Le projet a été, voilà, on s'est bien amusé à fonctionner ensemble. On s'est bien entendu entre ENS, BDI, UBS. On avait une bonne complémentarité. Ça a permis d'animer le programme de recherche. Les comités techniques, c'était avec les entreprises adhérentes, donc sur des points particuliers. Et puis, comme je disais, on avait pas mal d'actions de formation. Je les ai listées ici. Peut-être il me manque une parce que j'avais pas forcément tout à fait les points sur la dernière. Mais voilà, des ateliers d'acculturation au calcul environnemental, fresque du climat, formation sur l'analyse de cycle de vie, des ateliers organisés aussi par BDI. Hop, ça revient. Et puis des présentations de résultats. On a choisi des outils numériques comme OpenLC pour faire du calcul environnemental. On a fait de la formation à l'éco-conception voilà, avec des très bons retours sur les formations suivies. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? D'abord, il faut bien reparler un petit peu de l'analyse de cycle de vie pour être sûr qu'on parle tous le même langage. Je ne vais pas faire un cours spécifique là-dessus, mais je vais quand même positionner quelques points clés là-dessus. Et puis, les résultats sont, c'est lié à ce que je viens de dire précédemment, hein. L'analyse des données. Est-ce qu'il y a des données fiables? Est-ce qu'on peut quantifier la fiabilité des données? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher d'autres données? Donc, on a regardé ça. Les outils d'éco-conception déjà existants, on a fait un benchmark adapté à la voile de compétition sur un cas d'étude en traitant plusieurs outils. Et on est allé au développement de notre plugin d'éco-conception pour la filière. Donc, je fais pas de cours, mais je suis quand même obligé de poser quelques éléments sur l'analyse de cycle de vie. D'où ça vient? Bon, au début, on était assez tranquille, on auto-gérait nos déchets, on a pas mal d'économies circulaires, de récupération de matière, des filières locales, ça marchait très bien. Et puis la révolution industrielle a engendré un grand nombre de productions de matières qui a été du coup un peu traitée. Voilà, on jetait les choses tout simplement. Donc ça a engendré des problèmes de pollution de l'eau. Donc les agences de l'eau se sont créées et on dit qu'il faut arrêter de jeter dans l'eau. Donc en fait, on s'est mis à stocker. Donc on s'est mis à stocker, sauf que ça s'est mis à polluer les sols. Donc d'autres agences se sont créées, comme l'ORED par exemple, et qu'on dit il ne faut plus stocker, il faut brûler. Donc on s'est mis à brûler et ça a engendré des problèmes de pollution de l'air. Donc on s'est dit il faut arrêter de brûler, il faut stocker. Donc en fait, tout ça illustre la difficulté à appréhender des impacts environnementaux, c'est que ça engendre des éléments qui peuvent être locaux, visuellement. Par exemple, j'ai des déchets dans mon entreprise, ça m'embête, ça prend de la place, il faut que je les évacue. Et puis ça engendre des problèmes beaucoup plus globaux et à des échelles temporelles très différentes. Je brûle, ça ne me gêne pas trop, mais plus tard, ces éléments-là vont aller dans l'air, autre part, et créer un ensemble de problèmes. Donc on ne les voit pas forcément. Il y a des questions d'impact spatio-temporel qui sont au-delà de ce qu'on voit tous les jours, en fait. Donc c'est assez dur à prendre en compte, simplement alors que c'est notre activité qui génère des consommations et des rejets. Donc une analyse de cycle de vie. Donc, pardon, la réponse à tout ça, hein, c'est juste de pas juste déplacer le problème au cran d'après, mais avoir une approche cycle de vie, une approche complète. Donc l'approche de cycle de vie et l'analyse de cycle de vie, ça consiste tout simplement à définir un système. Donc on va borner le système qu'on regarde, ça s'appelle la technosphère. Je regarde mon outil de production, je regarde mon bateau, je regarde mon activité, je regarde mon cycle de 4 années là, avec la préparation d'une course. Voilà, je borne des choses et la CV va consister à compter tout ce qui rentre et tout ce qui sort de ce périmètre fermé, la technosphère. Donc là, je l'illustrerai juste avec un système de production industrielle très simple. Hein. J'ai une plaque, je la chauffe, je la transfère sous une presse et j'ai mon produit. Je borne ça et je compte tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Donc il rentre de la plaque de matière, il rentre de l'énergie pour chauffer, il rentre de l'énergie pour faire bouger mon robot. J'ai des rejets parce que j'ai chauffé un bout
c'est du composite thermoplastique ici, donc j'ai des rejets, et puis je rejette aussi une pièce, donc ça c'est ce qui m'intéresse, et des déchets. Et donc je compte tous les flux là-dessus. Et quand je fais ça, j'obtiens ce genre de figure-là, qui est donc un résultat d'ACV. Alors c'est un peu volontaire que ce soit pas très lisible, mais c'est justement pour montrer que c'est pas très lisible, mais même si c'était écrit plus gros, on verrait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit des indicateurs environnementaux. Donc on a parfois un peu de mal à comprendre exactement ce que c'est. L'eutrophisation marine, l'eutrophisation terrestre, c'est deux choses différentes. La toxicité humaine, même si on peut la comprendre, on a du mal à voir quelle est l'unité, comment c'est calculé. Les éléments sur le changement climatique, donc l'indicateur de GWP, la Global Warming Potential, ça c'est un peu plus connu, un peu mieux contrôlé. La formation de particules, bref, il y a pas mal d'indicateurs environnementaux. On ne sait pas forcément tous ce que ça veut dire, évidemment. Et on a ici les contributions des différents éléments de la technosphère aux impacts environnementaux. Est-ce que ça m'aide à prendre une décision? C'est pas si simple que ça. Je vois qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus impactant. Il y a un indicateur là qui est très impacté par cette partie-là, qui est une partie de ce process. Donc, attention à cette photo environnementale. Toute seule, là, elle ne veut pas dire grand-chose. On n'est pas capable d'exploiter simplement ça. Donc, pour aboutir à ça, il est nécessaire de passer par une démarche très claire et codifiée, standardisée, d'analyse de cycle de vie, qui, dans le cas présent, là, nécessite de définir clairement un processus. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on regarde, quoi? Qu'est-ce que c'est ma technosphère? Je regarde ici le processus de fabrication d'un moule de feuille, donc je pose clairement les choses. C'est une façon de faire un moule de feuille, il y a d'autres façons, mais on a posé que dans le cas de ce qu'on regardait, c'était ça. On définit une unité fonctionnelle, fabriquer des paires de feuilles avec un indicateur de qualité pendant une durée donnée. Ce n'est pas la même chose que de regarder si je veux faire tous les foils d'une campagne, si je veux faire des foils d'entraînement, si je veux faire, etc., des choses comme ça, je n'aurai pas forcément la même conception de mon moule. Donc, il faut bien poser le processus qu'on garde et les éléments associés. À partir de ça, on fait ce qu'on appelle un arbre des processus. Donc, on pose, c'est ce que je disais, on pose la technosphère et on va faire l'inventaire de tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et ça, c'est une étape très, très technique qui doit être faite par la maîtrise technique du système qu'on regarde. Une fois qu'on a fait ça, on compte tout ce qui rentre, on compte tout ce qui sort, et là, on peut traduire ça en impact environnemental et avoir les contributions. Mais donc, on ne peut aller que à cette photo environnementale que si on a fait l'ensemble des choses avant. Donc, la CV, c'est normalisé, il y a un ensemble de normatifs. C'est la seule méthode d'analyse environnementale normalisée. Normalisée, ça veut dire acceptée scientifiquement par tout le monde. Il y a d'autres outils qui sont parfois très pertinents, mais qui n'ont pas cette caution scientifique autant que la CV. Donc l'idée, c'est d'avoir d'abord une définition des objectifs du champ d'étude, bien définir ce qu'on prend en compte, bien définir notre technosphère. Ensuite, analyse de l'inventaire, c'est lister les flux, ce qui rentre, ce qui sort. Évaluer les impacts environnementaux, on traduit ces flux en impacts. Et puis derrière, on interprète. Donc la CV permet d'avoir une approche cycle de vie. On regarde les choses sur l'ensemble du cycle de vie. On regarde plusieurs critères, ce qui permet d'éviter, de maîtriser les questions de transfert d'impact d'une phase de vie à une autre, d'un critère à un autre. On a une approche multicomposante, c'est-à-dire qu'on peut faire une ACV sur un moule de foil, on peut faire une ACV sur un bateau, on peut faire un ACV sur un team de course, on peut faire un ACV sur une entreprise, sur un an d'utilisation de tel système. Bref, on peut le faire sur beaucoup, beaucoup de types de systèmes. C'est une approche multi-acteurs, ça aussi c'est compliqué. Elle implique beaucoup de gens différents, que ce soit des achats, la production, la logistique, des décisions, les sous-traitants, des gens en amont pour récupérer les matériaux, des gens dans les phases aval de notre processus, la gestion des déchets, par exemple, qu'est-ce qu'on fait derrière, ça nécessite de mettre beaucoup d'acteurs dans la boucle. Et le principe de fonctionnalité, j'y reviendrai pas par la suite, mais c'est un principe hyper important, c'est qu'on fait une ACV sur la base de fonctions. On veut associer des résultats environnementaux à une fonction. Si je reprends mon petit exemple avant, là, la fonction, je ne fais pas l'ACV du moule de foil en soi, je fais l'ACV de la fonction fabriquer des perles de foil respectant un défaut de formax pendant la durée d'une campagne de course. Donc si pour faire ça, j'ai besoin de plusieurs moules parce que j'ai une
durée longue ou parce que j'ai des spécificités dans mes défauts ou parce que j'ai des problèmes, bah, il faut que je compte plusieurs fois mon truc. Donc ça, c'est bien la fonctionnalité. Et donc l'ACV, c'est la vision multi-critères, multi-étapes qui permet d'éviter le transfert d'impact et différentes solutions. Alors, un tout petit point sur la difficulté d'une ACV, c'est que définition des objectifs et du champ de l'étude, on va borner notre technosphère. On va dire qu'est-ce qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde, ça peut être très différent si je suis team de course, si je suis règlement, si je suis chantier, si je voilà, où est-ce que je mets les barres, qu'est-ce que je regarde, est-ce que je regarde que mon activité à moi, est-ce que j'englobe tout, est-ce que je prends la vision très très large. C'est pas forcément simple avoir cette vision-là. On peut borner les études à regarder uniquement des choses qui nous impactent ou ce sur quoi on a des leviers d'action. Donc, on est plus un peu là dans on va dire, la stratégie. Ensuite, analyse de l'inventaire. Là, c'est, on va dire, les sciences physiques, les sciences industrielles qui comptent les choses. Ensuite, évaluer les impacts environnementaux. Là, on est dans des domaines de sciences de la vie. Quel est le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz? En quoi le fait de consommer des litres d'eau a tel ou tel impact sur la toxicité ou sur la consommation des ressources? Ça fait appel à d'autres sciences. Et puis, résultat interprétation, l'agrégation d'indicateurs environnementaux, la pondération, l'interprétation, ça peut faire appel à des maths un peu complexes. Donc, on est sur quelque chose de assez multiphysique et qui demande des niveaux d'expertise assez différents et donc plusieurs personnes autour d'un même sujet d'étude. Ça, c'est une grosse difficulté de la physique. Quelques points sur l'unité fonctionnelle. Donc, tel que cette unité fonctionnelle doit assurer une fonction donnée qui s'inscrit dans un temps en donnant une satisfaction, donc un objectif de performance, des exigences. Je prends deux exemples d'unités fonctionnelles. Par exemple, le cycle de vie d'un IMOCA assemblé prêt à naviguer, construit en France, hors phase d'utilisation et fin de vie, et des unités fonctionnelles plutôt utilisées dans le domaine de transport, transporter une tonne sur 1 km pendant 1 an à une vitesse de 10 nœuds. Ben, en fait, la première n'est pas valable parce qu'elle ne fait pas référence à une notion de temps pendant laquelle on veut que le système réponde à son objectif. Donc en fait, les premières ne sont pas assez précises. Donc on a déjà pris du temps pour définir avec les adhérents et l'ensemble des partenaires qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme unité fonctionnelle pertinente pour comparer des résultats environnementaux de système. Donc, on a mis ça, finir des courses avec une vitesse aussi, donc une notion de performance sur une durée donnée. Et quelques points spécifiques, on pourrait y revenir, je sais que ça, il faut un petit peu de temps pour expliquer. Des points spécifiques, c'est que quand on fait une analyse environnementale, donc on définit notre technosphère et on compte tout. Alors, j'ai mis ici un exemple, on va construire un bateau pour une course, donc on va compter tout, et puis on va avoir des impacts qu'on peut relier à la fabrication, à l'utilisation, à la fin de vie, éventuellement à des phases d'amélioration. Pendant la durée de la campagne, on va faire des tests, on va fabriquer certaines pièces, on va réaméliorer. On imagine vendre ce bateau à un nouveau team à la fin d'une campagne, et ce team de course donc, qui achète le bateau propose aussi une analyse environnementale. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lui n'a pas les impacts liés à la FAB, à la fabrication initiale, il n'a pas l'extraction des matières premières liées à la première fabrication du bateau. Par contre, il va être tributaire aussi de ce qui se passe en fin de vie. Donc là, il y a eu un transfert finalement de la phase de fin de vie de la première ACV sur la deuxième. Donc ça, c'est normal, c'est connu depuis très longtemps dans le bâtiment, c'est pour ça. En fait, on est amené à compter plusieurs fois les choses. On peut être amené à compter plusieurs fois les choses. On ne peut pas additionner toutes les analyses environnementales et dire voilà le global. On est obligé de, à chaque fois, poser un cercle très très clair. Qu'est-ce que je regarde? Et je fais mon analyse environnementale juste de cet élément-là et pas du reste. Et ce n'est pas facilement comparable si on n'a pas mis le même périmètre. Parce qu'on risque d'être amené à compter des choses plusieurs fois. Alors, une fois qu'on a fait défini clairement le périmètre de ce qu'on regarde, ben on fait un inventaire. Alors, un inventaire, moi j'aime bien montrer ça avec ça. Une façon de faire l'inventaire, c'est très clairement, faut prendre une recette, faut prendre la recette de cuisine. Qu'est-ce qui se passe dans le périmètre qu'on regarde? Il y a des matières qui rentrent, il y a des énergies qui rentrent, il y a besoin de consommables, il y a besoin d'équipements qui ne vont pas être tellement affectés,
Par exemple, je prends l'exemple de un saladier. Votre saladier, finalement, pour faire votre recette de cuisine, vous n'allez pas le dégrader. Vous allez rentrer un saladier, vous allez l'utiliser pour faire votre processus. Comme ça, on suit des matières premières qui passent par un ensemble de processus derrière. Il rentre des éléments et il va sortir un saladier un peu sale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire l'ACV du saladier. Il ne faut pas faire l'ACV des machines qui ont permis de produire tel type de pièces. Il faut faire bien borner les éléments et compter uniquement ce qui a été prélevé pour l'opération spécifique. Donc ça peut être aussi un peu compliqué et ça peut être sujet à interprétation. Il faut bien faire rentrer les matières, les énergies consommées pour notre technosphère et bien compter les rejets sans faire la CV du monde entier et sans remonter trop. Par contre, en tenant compte de tout ce qui rentre comme matière et énergie. Donc ça nous amène à manipuler des tas de données avec deux types de données dans la CV, des données primaires spécifiques par mesure directe, des masses pesées, des énergies consommées, et puis des données secondaires, parce qu'on n'a pas accès à tout, donc on peut s'appuyer sur des rapports, on peut s'appuyer sur de la littérature scientifique, on peut s'appuyer sur des bases de données existantes, et ce qui est important, c'est d'imaginer est-ce que la donnée qu'on a, elle est fiable ou pas. Ça, c'est important. Donc, il y a des outils de calcul de fiabilité de données qui permettent de calculer, par exemple, la représentativité technologique. J'ai des choses dans des bases de données. Est-ce que c'est représentatif de ce que je fais moi réellement? Est-ce que c'est des données qui sont récentes, obtenues dans le même périmètre géographique que moi et avec quelle précision? Donc ça, c'est important. Faire une analyse environnementale, compter les choses, nécessite de s'appuyer sur des données. Ensuite, une fois qu'on a ces données, il faut les traduire en impacts environnementaux. Il y a deux étapes. Il y a donc les résultats d'inventaire qui vont être ensuite traduits en impacts environnementaux. Donc, il y avait tout à l'heure, je montrais un exemple sur le moule de foie, il y avait 16 impacts, je crois. Il y en a du coup entre 10, 12, souvent on en prend une douzaine, ça dépend un peu de ce qui est préconisé. Et ces impacts-là vont être souvent après agrégés en dommages environnementaux. Donc, on appelle l'étude midpoint, ici, très environnementaliste centré. Voilà, le résultat d'ACV donne ça. Et puis après, on peut aller vers un regroupement pour aller vers des dommages environnementaux. L'impact environnemental, c'est un risque, donc associé à un risque, on calcule un dommage potentiel. Les résultats d'inventaire, c'est très bien parce que on a l'habitude de travailler avec ces données, on a une maîtrise technique du système qu'on regarde, donc c'est pratique d'avoir ces résultats d'inventaire. Par contre, en quoi le fait de consommer ou de rejeter de l'eau a un impact, on ne sait pas forcément. Comment est-ce qu'on peut associer ça à des consommations de matière? Est-ce que des matières sont plus impactantes, plus critiques, etc. Donc on peut avoir des quantités de matière, mais leur niveau de criticité en termes d'impact environnemental nécessite de ne pas s'arrêter à cette phase de résultat d'inventaire, mais bien passer aux questions d'impact environnemental. Donc les impacts, là il y a un bon compromis entre représentativité, incertitude. Par contre, je ne suis pas sûr que l'architecte d'un bateau peut facilement appréhender l'ensemble des impacts environnementaux pour faire des choix sur des choix un peu locaux d'épaisseur de matière, des choses comme ça. Il y a plein d'autres éléments qui entrent en compte et rajouter ces catégories d'impacts environnementaux là n'est pas forcément simple. Et si on regroupe ça en dommages, donc là c'est peut-être plus facile pour prendre des décisions parce qu'on a un nombre regroupé d'indicateurs. Par contre, on augmente les incertitudes. On a rajouté de la pondération, de la normalisation, de l'agrégation. Donc, on a rajouté de l'incertitude. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui est ouvert là. Donc, il n'y a rien qui est parfait quand on fait une analyse environnementale. Il faut passer par ces phases-là. Et il y a certains défauts. Et puis, la dernière étape de l'analyse de cycle de vie, donc c'est l'aide à l'interprétation avec voilà, ces questions de normalisation, d'agrégation, de regroupement d'indicateurs. Et les calculs de sensibilité d'incertitude, on sait que quand on a une valeur, on n'a jamais, par exemple, si j'ai une quantité de matière, je ne sais pas, je vais prendre 3 kilos, on sait qu'on n'a pas 3 kilos, on sait qu'on a 3 kilos plus ou moins 400 grammes, suivant l'incertitude qu'on met, suivant notre moyen de mesure, suivant ce qu'on a. Donc en fait, cette incertitude-là, elle va se répercuter sur les incertitudes
sur les impacts environnementaux, qui eux-mêmes, leur méthode de calcul est associée à l'incertitude. On connaît bien mieux les impacts environnementaux de rejet de gaz sur le changement climatique. Par contre, les impacts environnementaux liés à l'écotoxicité, c'est encore un peu nouveau. Tout le monde ne s'accorde pas sur quelle unité prendre, comment est-ce qu'on calcule ça, comment est-ce qu'on intègre le côté dynamique d'une analyse de toxicité. Ce n'est pas juste une substance toxique, c'est une substance toxique pendant un temps donné qui va générer de la toxicité. Donc, comment est-ce qu'on introduit cette notion de dynamique? Ce n'est pas juste une quantité, il y a d'autres choses. Tous les experts ne s'accordent pas encore exactement sur certains impacts, sur les façons de le calculer. Donc, ça génère de l'incertitude et on peut, comme ça, ajouter un peu de maths et avoir des résultats incluant ça. Donc, on a une performance scientifique assez intéressante sur la CV qui peut parfois aller à l'encontre de besoins en communication. Voilà, en communication, c'est bien d'avoir un indicateur, un truc simple, s'affranchir des incertitudes pour avoir un résultat propre, facilement communicable. Sauf que scientifiquement, c'est pas ça qu'on a à l'étape juste avant. Donc il y a une balance à faire là pour le faire proprement. Donc tout ça amène à avoir un besoin d'outils pour aider à l'analyse environnementale, besoin d'outils numériques qui va prendre en entrée des données, on va dire fiables, ou des données dont on connaît le degré de fiabilité, des modélisations de processus, des briques élémentaires de process, voilà, avec des entrants. On veut des résultats d'analyse environnementale, donc des indicateurs, et donc tout ça, on est obligé de passer par une espèce de logiciel ACV qui est fondamentalement une boîte noire, puisqu'on a beaucoup de choses qui se passent dedans, et l'idée, c'est pas de travailler, en tout cas pour l'utilisateur, c'est pas spécifiquement de rentrer dans le logiciel ACV, c'est plutôt de pouvoir avoir ses entrées et avoir ses résultats. Et ces résultats, pouvoir comparer différents scénarios, voir l'influence de je change une brique là, dans mon modélisation de process, et qu'est-ce que j'obtiens derrière. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de ce projet. Ça, je passe un peu vite. On a donc défini une méthode de co-création. Donc, l'idée, on veut en sortir un outil environnemental. On veut que ce qui soit adapté à une filière, des entreprises d'une filière. On veut qu'il soit basé sur l'expertise, on va dire, laboratoire, ACV. Et voilà, on a mis des étapes de travail pour définir ou co-créer certains éléments clés de la méthode pour aboutir au J'en profite, j'ai oublié de le rajouter sur les diapos, mais la thèse dont je parlais dans le projet a été soutenue le 25 septembre et elle est disponible sur l'ENSREN. Vous pouvez revoir il y a 45 minutes d'exposé de la part du doctorant qui pose bien tous ces concepts et qui présente tous les résultats. Donc, notre point de départ, c'était de regarder les études d'impact déjà existantes dans le notice. Donc, il y en avait un certain nombre déjà existantes depuis déjà 2010. Et on a ressorti là l'indicateur potentiel de réchauffement climatique qui sortait de ces études. Donc, on voit qu'il y a un peu de disparité quand même dans les résultats. Alors, certes, ce n'est pas les mêmes types de bateaux, tout à fait, ce n'est pas tout à fait les mêmes années, mais il y a quand même beaucoup de disparités. Donc, c'est un petit peu difficile de savoir qu'est-ce que je retiens comme valeur si je veux prendre appui là-dessus. Donc, en fait, on est allé un petit peu plus loin en analysant les méthodologies adaptées basées sur les guides européens donc de filière et l'ISO et l'ACV pour proposer des éléments. Donc je montre pas tous les résultats déjà parce que j'ai pas beaucoup de temps là, et aussi parce qu'il y a un certain nombre de résultats qui est dans le cadre du projet pour les entreprises adhérentes au projet et que je peux pas forcément sortir chaque fois. Mais on va pas se mentir, un des plus gros facteurs impactants dans le bateau, c'est l'utilisation de la fibre de carbone. Donc on a regardé de très près ce qui existait en termes de données. On est allé aussi travailler un petit peu avec l'usine Toray pour aller un petit peu plus loin sur certains éléments. Et on a regardé en fait la fiabilité des données sur les fibres de carbone et ce qu'on pouvait en faire puisque c'est un gros contributeur.
Donc, on a pris les études existantes d'éléments. Donc, déjà, il n'y a pas tant que ça d'études. C'est compliqué d'avoir accès à des données primaires, donc des relevés expérimentaux faits. Il y a des niveaux de détail parfois différents. Il y a des grosses disparités dans les résultats. Donc, on a recalculé les différents résultats obtenus sur l'impact environnemental. Ici, c'est au niveau de l'inventaire en quantité d'énergie par kilo de fil de carbone produite. Il y a un petit manque de transparence. Voilà, on a calculé la fiabilité des données avec la méthode que je précisais précédemment, là, la représentativité technique, géographique, temporelle et la précision, pour aboutir à une pondération finalement des différentes données et aboutir à des résultats de si on doit faire une analyse environnementale avec un matériau qui consomme de la fibre de carbone, quelles données je dois mettre en œuvre. Donc ça aussi, ça a été publié dans le travail. Voilà une des parties du résultat sur 2 impacts, potentiel de réchauffement global, donc des kilogrammes de CO2 équivalent, et les demandes d'énergie. Notre étude, qui est du coup relativement complète, positionne la fibre de carbone et sa production avec un périmètre bien défini à ce niveau. Une des parties qui nous a beaucoup occupé aussi, c'était de considérer qu'on n'allait pas tout réinventer et qu'il y avait déjà des logiciels existants pour faire de l'analyse environnementale. Par contre, est-ce qu'ils étaient adaptés aux besoins de la filière voile de compétition? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un benchmark. On a défini des critères de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on attend d'un logiciel qui fait du calcul environnemental. On attend des questions de coût, de simplicité d'implantation dans l'entreprise, de justesse de modélisation, de simplicité d'analyse des résultats. Donc, on a défini comme ça des critères. On a regardé tous les logiciels qui existaient. On a testé, on a fait des cas d'études sur chacun de ces logiciels. On s'est formé dessus. Et on a défini pas mal de critères pour faire le benchmark complet des outils dans un cadre de filière voile de compétition. Alors déjà, on demandait aux entreprises de se prononcer sur qu'est-ce qu'ils mettaient en avant comme critères, qu'est-ce qu'ils mettaient en avant comme besoin. Alors, les entreprises n'ont pas toutes forcément le même besoin, donc il faut prendre ça en compte si on veut avoir un outil qui est utilisable par plusieurs personnes et qui est partageable, puisque l'idée c'est que l'entreprise qui conçoit le bateau et le chantier et le sous-traitant et le fournisseur de voile, par exemple, utilisent en fait le même outil pour que les données soient partageables. C'est beaucoup plus simple. Donc, il faut tenir compte des disparités-là pour proposer le meilleur outil. Ensuite, on a testé donc les différents outils. C'est les petites couleurs là qui sont là. Et on a regardé, avec la pondération des critères des entreprises et des analyses des logiciels, lesquels sortaient les plus intéressants. Donc, il y avait un podium. Je ne reviens pas forcément sur l'état détaillé, mais on est parti sur une solution gratuite, OpenLCA, avec une base de données EcoInvent complétée par des données spécifiques aux entreprises. Donc, on est capable de rajouter des flux de données dans OpenLCA qui sont génériques, adaptés aux entreprises et exploiter ça comme outil plugin. Le plugin, c'est le résultat final, on va dire, opérationnalisable du projet. Plugin d'éco-conception pour la filière course au large. On ne lui a pas trouvé de petit nom mieux que plugin, donc on a fait ça plugin. Donc l'idée, c'est que ça s'intègre aux outils déjà existants dans les entreprises. C'est pas un logiciel spécifique, c'est simplement un petit tableau de calcul. Derrière, en back, fonctionne OpenLCA, la base EcoInvent enrichie avec les données. Et puis on a formé du coup les entreprises adhérentes. Puis certains commencent à jouer avec des résultats intéressants. Et on continue à faire vivre ce plugin et à le faire évoluer. Là, on a sorti une version avant l'été. Il y a quelques mises à jour qui ont été faites. Et puis on va reprendre en début d'année là un point sur spécifiquement on va dire la version 2 avec les entreprises qui auront du coup joué avec les retours d'expérience pour avancer là-dessus. Le fonctionnement est relativement simple. Il y a une base de données donc, qui est notre base de données EcoInvent enrichie.
Il y a des bases de données spécifiques entreprises, parce que les entreprises ne veulent pas forcément évidemment partager toutes leurs données, donc leurs données propres. Il y a des données génériques. On introduit ces données pour créer différents modèles. Donc, ces modèles vont constituer derrière l'arbre des processus, donc le descriptif clair des opérations par lesquelles passe l'élément qu'on regarde. Et on va pouvoir comparer différents scénarios. L'idée, c'est pas juste d'avoir une photo environnementale, mais des comparaisons prévisionnelles d'impact différenciés en fonction des scénarios. Donc, on a des scénarios qui vont faire appel à différents modèles, c'est-à-dire différentes briques élémentaires, et avoir une représentation de la comparaison possible. Voilà en gros à quoi ça ressemble. On retrouve au centre nos indicateurs environnementaux, avec donc, ce que je disais au début, très dépendant de la technosphère et de ce qu'on regarde. Mais on a accès localement aux différents flux d'inventaire et au calcul. Ici, on a mis quelques phases de transport pour que ce soit pas dépendant d'une entreprise, en fait, le résultat qu'on montre là-dessus. Et donc, différents scénarios comparatifs qui vont faire ça. Alors, la suite du projet. Je vois qu'il y a plein de questions. Je pense qu'on aura du temps pour pas mal de questions. Mais juste un petit point sur la suite du projet. Donc, le projet, nous, on a fait 3 ans. Donc, on est en train de finir la 3e année, là, encore quelques mois. L'idée était de travailler sur ces questions d'analyse environnementale et de prise de décision, enfin d'aide à la décision sur la base de photos environnementales adaptées à la filière course solaire. Donc derrière, on peut se questionner de cette stratégie pour co-créer des outils environnementaux. Elle peut être déployée pour d'autres types de filières. Une filière plus généralement nautique n'est pas spécifiquement centrée course au large. D'autres filières aussi qui ne concernent pas spécifiquement la Bretagne et le bateau, mais par exemple les fabricants de vélos, par exemple, se posent des questions là aussi. C'est plusieurs acteurs. Il y a des gens qui font le cadre, il y a des gens qui font les appareils extérieurs, il y a différents acteurs. Et donc, cette duplication de la méthodologie et du type d'outil plugin auquel on est arrivé peut intéresser d'autres types de filières. Les réflexions sur ce qu'on fait à court et moyen terme pour améliorer l'éco-performance des bateaux, ça passe forcément, enfin, ça passe, en tout cas, c'est ce qu'on a identifié dans le cadre du projet, c'est que ça passe par des questions très matériaux multifonctionnels, matériaux biosourcés, matériaux recyclables, nouveaux types de résines, voilà. Certaines phases de conception en intégrant du biomimétisme et certaines phases de fabrication en intégrant l'impression 3D, fabrication multiple. Ça, c'est des questions vers lesquelles il faut aller. Le plugin ne permet pas du tout ça. On n'est pas allé dans ce cas de ce problème, mais c'est un peu des suites logiques d'analyse d'éco-performance des bateaux de compétition. On va aller vers ça. Les questions du taux de chute et des rejets, on les a un petit peu laissés de côté au début du projet parce qu'on ne pouvait pas s'intéresser à tout. Et donc, on n'a pas eu d'action spécifique là-dessus. Et revoir le process de fabrication. Là, il y a pas mal de travaux en cours chez pas mal d'acteurs, déjà pour maîtriser des process de fabrication innovants, améliorer la maîtrise des coûts et la maîtrise technique, et on est capable derrière de voir l'influence environnementale de modification dans les stratégies de fabrication. Voilà, puis le déploiement vers d'autres filières, j'en ai un petit peu parlé. Ça, c'est nos idées générales pour la suite. Et puis, c'était un peu je crois que c'est ça. C'était un peu l'idée générale de dresser le portrait de ce projet, comment on l'a monté, pourquoi on l'a monté, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci Olivier, effectivement, il y a quelques questions. Avant de les prendre, je voulais juste apporter le témoignage des entreprises, enfin le retour des entreprises. Principalement, ce qu'elles nous disent, c'est que grâce à ce programme, elles sont montées en compétences. Quand elles sont interrogées sur le sujet de la CV, elles savent de quoi elles parlent, elles savent en parler aujourd'hui. Et puis, c'est grâce à toutes les séances de formation rentrées dans tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, voilà, elles sont faites. L'autre témoignage, c'est que c'est un outil, là, le plugin, qui est relativement facile à utiliser.
chez Carver, là, il parle de 1 heure pour former les collaborateurs à pouvoir l'utiliser et à faire un ACV relativement facilement. La contrainte, ben, tu l'as dit, c'est les données d'entrée qui sont toujours le nœud du problème et qui sont une des complexités quand on n'est pas une entreprise qui dispose des données, c'est compliqué de faire de la CV. Je vais prendre la question de Katia qui revient sur le saladier. Comment prendre en compte un équipement spécifique à un process, par exemple un robot? En reprenant l'exemple du saladier, on se dit que le robot ne rentre pas dans l'inventaire car on ne le consomme pas, hormis sa consommation d'énergie, ou alors on amortit son impact environnemental sur sa durée de vie ou le nombre de pièces qu'il peut fabriquer. Est-ce que tu... Oui, je peux revenir là-dessus. Quel choix on a fait? En fait, on s'est basé, là encore, sur de la normalisation. La normalisation s'appelle ISO 14955. Donc, les normalisations ISO, c'est 14040 et 14044. Là, on est sur ISO 14. Hop, je l'écris. Je ne sais pas si on le voit ou pas. Qui est de l'évaluation environnementale de machines, l'évaluation environnementale de moyens de production. Ça a été normalisé. Moi, je travaille à l'ISO sur ces développements-là. Des moyens de production, comment est-ce qu'on évalue environnementalement un moyen de production? En fait, ce qu'on évalue, c'est l'opération de production. Donc, on distingue ce qui rentre en termes de matière et énergie, évidemment, mais aussi en termes de consommable, on va parler d'outillage. Qu'est-ce qui est très spécifique à la géométrie produite et aux matériaux utilisés. On distingue ça de qu'est-ce qui est générique, donc de l'équipement. On distingue en fait équipement et outillage. L'équipement ne rentre pas en compte là-dedans. Donc en fait, ce que tu vas pas avoir besoin de modifier, mais que tu vas utiliser un petit peu pendant quelques heures pour ta production, n'entre pas en compte là-dedans. Sa consommation énergétique, oui, mais pas l'achat. Sinon, ça revient à faire, il faut qu'on compte du coup l'achat de, je crois que tu mettais un robot, hein, Katia, dans le, j'ai vu rapidement, un robot. Tu vas considérer l'énergie électrique du robot et peut-être son effecteur au bout, s'il est très spécifique à la géométrie de truc que tu es en train de prendre, de poser, de draper, mais pas la construction du robot. Sinon, il faudrait prendre la construction du robot, la construction des robots qu'on construit, les carters du robot, etc. On revient à faire la CV du monde. Donc, on distingue très clairement les équipements des outillages et on ne compte pas le fait d'avoir un équipement. Alors, il y a Gaël qui demande, on ne rentre que les matières premières, donc c'est la question des données en fin de compte. Il faut aussi les équipements, les winches, les pompes, les moteurs. Comment récupérer toutes ces données-là? C'est un peu le problème. Ouais. Alors, du coup, ce qu'on a essayé de faire dans le programme de recherche, donc c'était un appel à manifestation d'intérêt très ouvert côté Bretagne. Et puis, on a fonctionné avec les entreprises partenaires qui regroupaient finalement, il y avait de l'accastillage, il y avait des outils, côté capteur et programmation avec Pixel sur mer, il y avait des voiles, il y avait des quilles. Bref, on avait différents types d'acteurs qui représentaient chacun des parties. Il y avait de l'accastillage, il y avait du cordage, je ne sais plus qui j'ai cité ou pas cité, là, à chaque fois je risque d'oublier d'en citer. Donc en fait, il faut des données comme ça spécifiques. Donc les acteurs du projet ont permis de faire ces éléments-là. Derrière, il y a aussi, comme je l'ai montré là dans la fiche de carbone, un appui sur des données existantes. Il y a la littérature, il y a des rapports qui produisent un certain nombre de données. On a un outil là qui permet d'évaluer la fiabilité de la donnée. Et on a aussi fait des analyses pour savoir est-ce qu'il faut aller chercher spécifiquement une donnée primaire ou est-ce que les données secondaires sont suffisamment fiables et représentatives. Donc on a un peu mixé les choses là-dessus pour pouvoir exploiter soit des données primaires, on va faire des mesures spécifiques, ça vient de l'entreprise, ou alors il y a des données déjà existantes qui sont suffisamment fiables et suffisamment pertinentes. Mais la question, je ne sais pas si ça répond exactement à la question est de dire il faut tout englober pour faire une ACV complète. Je peux du coup revenir un tout petit peu là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément. Donc l'utilisateur n'a pas forcément
un simple besoin de l'ACV absolu. C'est pas juste voilà l'impact global. C'est voilà l'impact à l'instant T de ce que je suis en train de faire. Et si je fais différemment, voilà l'influence relative en termes d'impact de mon choix. Donc en fait, ce que tu maîtrises, ce que tu fais dans ta technosphère, correspond à ce que tu maîtrises techniquement. C'est ça qui est intéressant. Après, on peut partager l'information pour faire une ACV plus globale, mais l'idée, c'est aussi de prendre des décisions d'avancer. Donc si tu fais pas de pompe, pas de moteur, tu peux prendre une valeur, mais finalement, c'est plutôt jouer avec l'influence relative de tes leviers d'action sur ce que tu fais. Oui, on mesure pour avoir des actions derrière. Donc, effectivement, il faut prendre en compte ce sur quoi on peut agir. Frédéric demande dans le même ordre d'idée comment prendre en compte les matériaux recyclés qui ont une première vie. Impact du recyclage sur la première vie, sur la seconde vie. On compte 2 fois la fabrication et à la fin de vie. C'est un peu le schéma que tu avais indiqué dans la vente d'un bateau, mais sur non, les bah, matériaux. c'est bien d'y revenir parce que c'est vraiment un point clé et un point difficile. Oui, on risque de compter 2 fois la fabrication quand on fait les choses. Dans ton inventaire, tu vas compter ce qui rentre comme matière, et que la matière provienne d'une filière de recyclage et donc ait déjà eu une première vie ou X vie avant, ben, c'est pas c'est pas affecté à ton processus en fait. Toi, tu rentres de la matière. Pareil, quand tu rentres de la matière qui est recyclable et qui va être recyclée en fin de vie, ben, toi, tu peux le mettre dans ton calcul. Et finalement, ce qui va être fait de la matière en fin de vie, tu fais une analyse prévisionnelle et ce qui se passe finalement, est-ce que c'est finalement vraiment recyclé ou pas? Il y a des gros enjeux hein, sur on prend un matériau recyclable, donc on est éco-conçu, top. Sauf qu'en fait, pas de filière de recyclage économiquement intéressante. Donc en fin de vie, le système ne va pas être recyclé, il va être enfoui ou incinéré comme tout le monde, enfin, comme toutes les matières, comme tous les produits en fin de vie. Et donc finalement, peut-être que le matériau est recyclable, mais s'il n'est pas recyclé, on n'y a pas gagné. Donc on fait la CV de notre matériau, s'il est recyclable, on va pouvoir mettre des scénarios de fin de vie où il va être recyclé. Mais ce qui se passera en fin de vie réelle du système, on est tributaire de ce qui existera à l'ACV. L'ACV qu'on fait, c'est toujours une ACV prévisionnelle. On n'est pas capable de faire une analyse environnementale après coup. On n'est pas capable de définir les impacts environnementaux qui se sont vraiment produits, vraiment les indicateurs environnementaux après coup de ce qui s'est passé. On fait que des analyses environnementales prévisionnelles. On pose le système qu'on regarde. On a des données, on a des banques de données, on a des éléments, et on pose une analyse environnementale prévisionnelle. Donc, moi, j'ai travaillé par exemple sur la conception d'avions. Les fins de vie, c'est après X milliers d'heures de vol. Et puis finalement, c'est l'avion en fin de vie, il va continuer à voler dans d'autres régions où les normes ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut imaginer un scénario de fin de vie de notre conception d'avion pour ce qui va se passer dans 40 ans en Amérique du Sud quand l'avion aura fini de pouvoir voler. Donc, c'est un petit peu compliqué d'intégrer ça. Donc, on met des modèles prévisionnels, mais c'est que de la prévision. Et donc, quand on refait de l'analyse avec des matières recyclées, ces matières recyclées ont déjà été l'objet de calcul d'un cycle de vie précédemment. Et de fait, on peut être amené à compter des choses plusieurs fois. On ne peut pas additionner les ACV pour avoir une vue globale. Alors, il y a une question de Xavier sur l'outil S3 du GIE créé par Kairos et Merconcept, pour savoir si on l'avait rentré dans notre benchmark. Mais il me semble qu'il a été conçu en même temps que le nôtre, si je ne m'abuse. Je ne sais plus. Hein. Oui, ça a été, Oui. on a tous les deux les démarré en même temps, il me semble. Hein. On a démarré, oui, plus ou moins en même temps. On a discuté plusieurs fois avec Kairos et Merconcept pour essayer de travailler ensemble. Et puis, voilà, pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait et chacun a développé ses éléments. Donc, on a travaillé un petit peu en parallèle. Voilà. Oui. On peut rediscuter ensemble. On a déjà été amené à échanger plusieurs fois avec. Je profite qu'Olivier soit figé. Effectivement, ce que je disais en préambule, c'est qu'il est sans doute temps de maintenant converger avec les différentes initiatives pour pouvoir voir justement ce qui est mutualisable. Tu as été légèrement coupé, Olivier.
Et ben on a même perdu Olivier. Bon, de toute façon, on arrive un petit peu à la fin. Qui est le propriétaire du plugin? Est-ce qu'il est possible d'avoir une démonstration? C'est effectivement le sujet du moment. On est en train de... Ah, il est là, oui. Je vais le faire rentrer. Hop. Voilà, je vais... Hop. Oui, voilà, Olivier. Donc, la question, c'était on peut avoir une nouvelle du plugin. Je disais que c'était un peu les questions qu'on se posait en ce moment sur la fin du projet et savoir quelle suite on donne à tout ça. C'est des questions ouvertes. On est à disposition pour en discuter sur la suite de ce projet-là. Par rapport à ton dernier slide qui ouvre tout un tas de pistes différentes. Je termine avec la question de Jean-Sébastien, à qui je vais donner la parole pour terminer ce webinaire. Jean-Sébastien travaille à la Chambre de commerce des Côtes-d'Armor et avec l'ADEME, il mène un projet qu'il va nous expliquer, donc plutôt un accompagnement individuel des entreprises du nautisme. Et il posait la question, qu'est-ce qu'on pense des méthodes simplifiées d'éco-conception en première approche, bilan matière, ACV monocritères? Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. C'est vrai que là, l'analyse de cycle de vie, j'ai dit, le ticket d'entrée, là, voilà, ça me paraissait important de refaire un point spécifique sur ce que c'est, parce que c'est pas simple à prendre en main et il ne faut pas aller trop vite vers des résultats trop simples. Par contre, il y a des études, des méthodologies d'analyse simples, développées par l'ADEME, développées par d'autres, bilan carbone, base empreinte, etc., qui sont performants et qui doivent être utilisés voilà, pour ça. Il n'y a pas de souci avec ça, ça facilite la prise de décision. Par contre, il y a un côté appui scientifique sur des données ou méthode simplifiée. Il faut bien faire la part des choses entre les deux. Et je pense que c'est assez complémentaire. En prime abord, des analyses monocritères avec des outils simples. Et puis, si on veut creuser vraiment et aller vers des leviers d'action possibles sur les éléments, aller vers l'analyse des contributions permises par la CV, qui est le plus impactant et qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément. Là, il faut aller un peu. Mais ouais, il y a plein d'outils simples, utilisables en complément. Pensez. Jean-Sébastien, tu nous en dis un petit peu plus sur ton programme. J'espère que le son fonctionne, c'est bon. Alors, moi, je ne t'entends pas. Quelqu'un d'autre? Un, deux. J'entends pas non plus. Bon. Toujours pas. On voit tes lèvres bouger, Jean-Sébastien. Alors. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, super. Ah, c'est bon. C'était multi-écran, multi-voix. Oui, c'est ça. Oui, merci de me donner la parole. Je vais conclure rapidement. Alors déjà, merci pour cette présentation. C'est vrai que les ACV, c'est complexe et présenter la méthode ACV, c'est jamais un exercice facile. C'était pour vous dire que dans le cadre d'un partenariat avec l'ADEME, les chambres de commerce sont missionnées pour accompagner certains secteurs d'activité. Et donc, on propose, et moi, je serai en charge du nautisme à l'échelle régionale, pendant 2 ans, d'accompagner des grappes d'entreprises. Donc, il y aura un accompagnement individuel et collectif. Et l'objectif, alors c'est totalement pris en charge, c'est que des entreprises, donc des producteurs, des fabricants, puissent venir vers nous pour qu'on puisse les monter. Alors, c'est une démarche que vous avez fait, mais sensibiliser, faire une montée en compétence sur ces thématiques-là. Et les grandes thématiques que l'on abordera lors des différents ateliers qu'on va mettre en œuvre et puis de l'accompagnement individuel, encore une fois, au sein de l'activité, ce seront tout ce qui va être en lien avec l'éco-conception, la circularité, les modèles économiques circulaires, l'économie de la fonctionnalité, donc présenter tous ces concepts. La décarbonation, qui est un enjeu essentiel aujourd'hui, l'adaptation, qui est l'enjeu secondaire par rapport à la décarbonation, et tout ce qui va être lié à la performance énergétique des bâtiments ou le développement du renouvelable dans les activités économiques. Donc voilà, globalement, les thématiques que l'on abordera et donc on peut vous accompagner si vous le souhaitez sur ces thématiques-là et c'est pris en charge. Voilà. Très bien. Merci Jean-Sébastien, c'est une bonne opportunité évidemment pour les entreprises. Olivier, est-ce qu'on pourra mettre à dispo tes slides? Oui, le PDF,
Voilà. Vous trouverez ça, j'ai mis le lien au début de la conversation vers le site sellingvalley.bzh où il y aura le replay, les liens vers les podcasts et effectivement la présentation en PDF. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Jean-Sébastien, avec Olivier ou avec moi pour en savoir plus et pour travailler sur la suite. Merci à tous. Merci Olivier, c'était limpide. Et je vous dis à la prochaine fois, en décembre, un Selling Café qui sera consacré au transport maritime. On y en dira plus très bientôt. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.